Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce jeudi du patrimoine. Aujourd'hui, on va parler des 50 ans d'histoire du Cégep de Victoriaville en compagnie de mon ami Boris Derry. Bonjour Boris. Bonjour Pierre-Luc. Boris qui est professeur d'histoire ici au Cégep de Victoriaville, donc vous étiez la personne toute désignée pour être l'heureux élu pour écrire ce livre. Toute désignée, volontaire surtout. Quand le 50e du Cégep s'est pointé le bout du nez, à l'interne, on voulait faire quelque chose, puis il y a eu un appel de suggestion. Moi, par ma formation professionnelle, je me suis dit, la perspective historique, ça me tente, ça m'intéresse, j'ai une certaine curiosité, mais on ne m'a pas imposé le dossier. J'étais volontaire, et puis une fois que je me suis plongé, l'intérêt de l'exercice est devenu une motivation en elle-même. En tant que prof d'histoire, j'imagine que vous aviez étudié l'histoire du monde, du Canada, etc. Celle de Victoriaville, c'était nouveau? Êtes-vous originaire d'ici? Non, moi je viens pas de Victo. J'ai déménagé ici pour le travail au milieu des années 2000. Et d'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai trouvé intéressant le projet même de cette écriture-là, parce que c'était une occasion pour moi de plonger effectivement dans l'histoire régionale. Il y a un maillage très étroit là, entre l'histoire du Cégep, l'histoire de Victo et sa région. D'ailleurs, c'est un peu la thèse que je développe dans le livre, à savoir que le Cégep a été un vecteur de développement régional, culturel, social, économique. On pourra développer là-dessus, mais je pense que c'est devenu une institution phare. Le Collège des Frères du Sacré-Cœur l'était aussi. Le Cégep à sa manière, avec son nouveau visage, avec la nouvelle philosophie qui vient avec ce type de maison d'éducation, a poursuivi la contribution de belle façon. Ouais, donc, le Cégep de Victoriaville, au cœur de l'histoire du moins des 50 dernières années de Victoriaville. Mais ça me fait penser, quand on regarde des images d'archives, on voit que avant que ça soit un cégep ici, géographiquement, c'était à l'extérieur de la ville, c'était des champs qu'il y avait tout autour de nous, là, ici. Oui, on est en périphérie de la vieille ville, vieille ville, il faut le dire vite, là, mais jusqu'à cette époque-là, effectivement, là, quand on voit des photos de l'époque, des vues aériennes ou autre chose, derrière le cégep, il n'y a à peu près rien. Il n'y a pas de boulevard Jutra, il n'y a pas encore de quartier résidentiel. Donc, le Cégep aussi est arrivé à un moment de l'histoire québécoise où tout changeait, puis donc le Cégep a participé à ça. Oui, c'est la fameuse Révolution tranquille, on le sait. On exagère peut-être un peu le grande noirceur avant, grande lumière après la Révolution tranquille. Il faut nuancer ça, mais il y a effectivement un élan très dynamique qui est donné avec la Révolution tranquille. Le secteur des services publics, l'éducation, la santé a été très touché par ça et les cégeps sont un vecteur, un moteur de ça. Victo a profité de la présence à la fois d'un cégep, d'un hôpital également. Ça a façonné le visage de ce qu'est la ville aujourd'hui. OK. Oui, c'est vrai, ça a changé le visage. Tiens, ça nous amène à notre premier bloc qui sera justement ces nouveaux visages-là qui sont arrivés avec le Cégep de Victoriaville. Alors, M. Derry, quand le Cégep a été fondé ici, d'abord, il y avait déjà une bâtisse. Quand on parle de la fondation du Cégep, on ne parle pas de la construction de l'établissement qu'on voit aujourd'hui. Non, effectivement, le bâtiment lui-même, tenu par les Frères du Sacré-Cœur, est antérieur. On va y revenir tout à l'heure. Mais la naissance de l'institution Cégep, Collège général d'enseignement supérieur et professionnel, et d'éducation professionnelle, pardon, ça rime vraiment avec cette révolution tranquille très marquante dans notre histoire. Donc, l'étude postsecondaire, disons les études supérieures se démocratisent. Ça fait un plus grand nombre d'étudiants, ça a pris un plus grand nombre de professeurs aussi. J'imagine qu'en grande partie, c'était les frères qui ont assumé cette fonction-là. Oui, c'est-à-dire que déjà vers la fin des années 60, on surfe sur le baby-boom, il y a un enrichissement. Les Québécois ont profité de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, là, de la Deuxième Guerre, 1945 jusqu'à 1975 ou à peu près. C'est assez occidental comme phénomène, mais c'est une période de prospérité. On rêve d'éducation, on rêve d'améliorer nos conditions de vie.
Et déjà, les Frères du Sacré-Cœur accueillaient de plus en plus d'élèves, de plus en plus de jeunes femmes, par exemple, allaient avoir accès à ces études-là. Mais avec ce qu'on appelle le rapport parent, la réforme de l'éducation qui est caractéristique de la Révolution tranquille, on appuie sur l'accélérateur, vraiment. Là, on veut démocratiser l'accès à l'éducation, on veut qu'il y ait à la fois des polyvalentes, mais aussi des cégeps partout sur le territoire. On veut éviter que les gens des régions plus éloignées soient obligés de s'exiler de chez eux là, pour s'instruire, ce qui décourageait plusieurs personnes avant. Donc, il y a vraiment l'ouverture énormément d'écoles dans toutes les régions. Ça crée une demande pour des enseignants qui est énorme. Là. Est-ce que ça a viré la vapeur? Est-ce que, au lieu de devenir une place dont on s'en va pour étudier, les gens venaient d'ailleurs pour venir étudier ici? Il y a ça un peu. Victoriaville était déjà une région qui attirait par la présence du Collège des Frères, mais aussi d'autres institutions. Il y avait des institutions pour jeunes filles là, qui accueillaient, qui attiraient du monde. Mais effectivement, Victo est devenu un peu un centre d'attention. Ce qui est caractéristique, c'est qu'on a accueilli des élèves, bien entendu, mais il fallait surtout des profs. Là. La préoccupation première, c'est de dire qui va enseigner à tout ce beau monde. Des jeunes, il y en avait, là, ça, ce n'était pas un problème, mais des gens qualifiés, diplômés pour enseigner, c'était plus compliqué. Alors, on les prenait où? Toute la question est là. Les polyvalentes, les cégeps sont créés en 1967 et le premier réflexe, ça a été d'embaucher les gens qui étaient disponibles sur place. Un des problèmes qu'on rencontre, c'est que avant la Révolution tranquille, il y a relativement peu de personnes qui vont atteindre les études universitaires. Si je parle en langage d'époque, il y a peu de Canadiens français qui vont atteindre ce niveau scolaire-là. Et donc, les premiers profs qu'on a embauchés, ont drainé toute l'offre de main-d'œuvre qui existait. Dans les régions particulières, il y a des gens qui ont quitté Victoriaville pour aller vers Montréal, pour aller vers Québec, tout ça, où les premiers cégeps ont été créés. Mais quand, après une année, 2 années, on crée des cégeps ailleurs dans la province, par exemple à Victoriaville, il y a un déficit d'enseignants. Alors, une des choses qui a été très caractéristique pour Victo, c'est une couleur originale, là, sans mauvais jeu de mots, c'est le fait qu'on a dû se tourner vers des enseignants qui provenaient, oui, d'ailleurs au Québec, mais aussi d'ailleurs dans le monde. Et, soyons honnêtes, ça contraste avec ce qui était la réalité sociale, ethnique de la région. C'était assez homogène quand même. Alors, même déjà vers les dernières années des Frères, c'était commencé. On s'était tourné vers l'international pour faire du recrutement, mais cette tendance-là s'est accélérée de façon très marquée après 1969. Ce qui fait que dans les premières années du cégep, puis c'est quelque chose que les témoins de l'époque nous racontent comme étant, je veux dire, ça saute aux yeux, là, c'est le fait que le cégep était un peu comme les petites Nations unies. Là, on a eu dans les années 70, il y a presque un prof sur 3 qui est issu de l'immigration. Dans certains cas, c'est plus visible, des gens qui viennent d'Haïti, qui viennent du Brésil, beaucoup de personnes qui sont arrivées d'Égypte, d'Arménie, du Liban, par exemple. On a aussi des personnes qui se fondent un peu plus dans le décor, si je peux me permettre, des gens de la Belgique, des gens des États-Unis, par exemple. C'est vraiment très, très particulier. Là. Ça vient donner un visage, disons-le comme ça, particulier au cégep de Victo. On observe ça ailleurs, mais ici, c'est décuplé. OK. Est-ce que c'est la même chose pour les étudiants? Est-ce que dès ces années-là aussi, on avait des étudiants qui venaient de l'Afrique du Nord? Non, on n'est pas encore rendu à du recrutement international. On fait ça de façon plus récente, on a commencé à le faire, mais à ce moment-là, c'est vraiment la clientèle, si je peux me permettre l'expression, locale qui va répondre aux besoins et qui va s'inscrire. Par contre, à Victo, comme dans d'autres cégeps, on avait des programmes un peu particuliers. Je pense à l'École du meuble, par exemple, qui sont d'autres techniques qui ont fait en sorte qu'on est allé chercher des étudiants qui venaient d'ailleurs dans la province. Dans le cas de l'École du meuble, là, à la fois dans les années 70, des années 80, mais encore dans les années 90, on recrutait à l'échelle provinciale. C'est encore vrai un peu aujourd'hui, mais moins nettement. Ce qui fait qu'on a eu des élèves qui venaient de la Côte-Nord, qui venaient d'Abitibi ou autre chose. Il faut dire que l'École du meuble était une spécialité relativement peu commune. Puis une industrie importante aussi. Vraiment, c'est ça. C'est ce qui explique qu'on avait cette signature-là ici.
Mais le phénomène voulant que le cégep est un pôle d'attraction pour les élèves, ça s'est continué au fil des époques. De nos jours, et puis tu es bien placé pour le savoir, là, connaissant un peu ton réseau d'amis, on a encore ce phénomène-là, par exemple, avec des programmes de niche ou des programmes phares comme agriculture biologique, par exemple. Une bonne partie de nos élèves en agriculture biologique, mais aussi des enseignants qui leur enseignent ou des chercheurs qui travaillent dans nos centres de recherche, viennent des centres urbains, s'en viennent vers Victo et, certains d'entre eux vont faire des stages ici, puis, quelques-uns vont tomber en amour, vont découvrir une région à laquelle ils s'attachent. Ils vont s'installer ici, puis, à terme, ils contribuent à la vitalité de la région, là. Fait qu'à cet égard-là, le cégep a vraiment réussi à attirer des gens qui ont enrichi la population locale. Oui. Donc, l'École du meuble, à l'époque, beaucoup, encore un peu aujourd'hui, agriculture bio. Quoi d'autre qui attirait les jeunes ici? Les sports. Il y a eu assez rapidement là, dans l'ADN du cégep le développement d'une culture sportive assez forte. L'exemple le plus explicite, c'est clairement celui du football. Une équipe de football, c'est beaucoup de gens, déjà. C'est pas comme des sports individuels. Vrai, ça prend un crew. Quand le cégep de Victo va ouvrir, fin des années 60, début des années 70, il n'y a pas tous les cégeps qui existent aujourd'hui. Puis, par exemple, dans la région, il n'y avait pas encore de football collégial à Thetford Mines, il n'y en avait pas encore à Drummondville. Alors, le bassin de recrutement naturel du cégep était élargi. Il faut dire que les Vulcains au football vont assez rapidement connaître du succès là, dans les années 70, 80, 90 aussi, mais il y a eu d'autres périodes d'âge d'or. Les succès de l'équipe attirent des joueurs. On veut jouer pour une équipe gagnante, et puis il y en a une à Victoriaville, donc ça attire. On ajoute à ça comme argument là, de séduction les résidences qu'on a au cégep qui permettaient de... C'est un élément de séduction, ça? Oui, c'est-à-dire que les gens de la population locale ne logent pas aux résidences. Là, c'est pour des gens qui viennent de l'extérieur. Et quand on prend l'exemple des joueurs de football, on pouvait proposer à leur famille, c'est leur grand garçon, mais c'est leur grand bébé aussi, là, 17, 18, 19 ans, on pouvait convaincre les familles de l'extérieur en leur disant, voyez-vous, votre garçon va être bien logé sur le campus. En plus, on avait une équipe là, d'éducateurs sportifs puis de personnel qui tournait autour de l'équipe de football qui était très présente, là, qui encadrait, sans les materner, mais quand même, ces jeunes hommes-là. Donc, ça faisait partie de ce qui convainquait les jeunes de dire, moi, je pars de mon patelin, je m'en viens à Victo. Puis encore là, peut-être que certains d'entre eux ont été séduits, se sont installés. Il faut dire que les gars du football, souvent, faisaient des séjours collégiaux qui étaient assez longs pour jouer pendant plusieurs années. Donc, ils ont contribué au dynamisme de la région. Ah, OK. Donc, les visages se sont colorés, les épaules se sont élargies avec Victoriaville. Est-ce que les sportifs avaient un champ d'études particulier où est-ce qu'ils se dirigeaient principalement? Je sais qu'aujourd'hui, les joueurs de football étudient en médecine, mais à l'époque... Oui, M. Duvernay-Tardy nous donne un bel exemple. Il y a eu une certaine relation entre, justement, nos programmes techniques un peu plus originaux. Je pense à l'agriculture, je pense à l'École du meuble, qui, là, c'est un peu un cliché, mais en même temps, on a l'impression d'avoir ici une idée un peu entendue, là, qui permettait, je dirais, de séduire le profil du gars de football. Il y en a qui ont fait sciences de nature, il y en a qui ont fait sciences humaines, il y en a qui ont étudié en littérature, peu importe. Mais oui, effectivement, ça pouvait contribuer là, à attirer ces gens-là qui se disaient, moi, je vais à l'école pour le foot. Maintenant, tant qu'à aller à l'école, je veux faire quelque chose qui m'intéresse. Si j'ai un tempérament plus manuel, pourquoi pas aller vers l'École du meuble, par exemple. L'École du meuble. Je pense que l'École du meuble, elle doit prendre une grande part, un bon chapitre à elle seule. On pourrait en faire un bloc complet. Allons-y, tiens. On va le faire. Alors, le QMBO, c'est quand même gros, cette QMBO-là. C'est un gros coup que le cégep de Victoriaville a fait en créant ça il y a 50 ans. Ah, là, on a une petite erreur. Je ne veux pas te reprendre, mais l'histoire passe peut-être un peu sous silence le fait que l'École du meuble, tu dis QMBO, déjà, elle a changé de nom à de multiples reprises. Là. Okay. Je ferai le ménage là-dedans tout à l'heure, mais l'École du meuble existe avant le cégep. Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, malheureusement. Et en fait,
bon, on sait que dans la région de Victoriaville, l'industrie du meuble était très forte et tout ça. Puis déjà, au début des années 60, les industriels, les hommes d'affaires qui sont impliqués dans ce domaine-là, voient leur domaine d'activité se transformer. C'est plus le domaine cheap labor que c'était. On a besoin d'une main-d'œuvre qui est compétente, qui est qualifiée. Et ces gens-là se sont regroupés, font des représentations, du lobbying un peu auprès du gouvernement, et ils veulent une école qui réponde à leurs besoins de main-d'œuvre spécialisée. OK, en formation continue, on est déjà là. Ah oui, vraiment. Puis même formation continue, mais formation spécialisée. Alors, à partir de 63, ces gens-là font des représentations. Ils obtiennent leur école en 65. Donc, l'école du meuble a 4 ans de plus que le cégep. De 65 jusqu'à 68, c'est une école donc qui a son personnel, mais qui n'a pas encore de port d'attache. Elle est un peu itinérante. Des fois, on loue des locaux dans les écoles secondaires, dans des usines où il y a des pieds carrés disponibles. Alors, c'est seulement en 68, un an avant que le cégep soit créé finalement, qu'on construit ce qui est aujourd'hui le pavillon, l'école-usine au coin de Notre-Dame et l'Abbé, bâtiment qui, à l'époque, est ultra moderne. Au début, il n'y a pas encore toutes les machines, mais ça va venir. Mais surtout un bâtiment qui est immense. Là. Le premier bloc, c'est 100 000 pieds carrés. C'est gigantesque. Alors, ça montre déjà à quel point le secteur du meuble avait des besoins et a eu un rôle, je dirais, une impulsion là, dans la création du cégep. Est-ce que la présence de l'EQMBO à Victoriaville a aidé la candidature de Victoriaville pour avoir un cégep? Exactement. Et puis, il y aurait probablement eu un cégep éventuellement à Victo de toute façon. Le bassin de la population le justifiait, tout ça. Mais les cégeps se sont développés en vagues. Là. Première vague d'implantation, deuxième vague, etc., etc. Victoriaville a réussi à se positionner plus rapidement, à mettre son CV plus haut dans la liste pour différentes raisons, mais c'est certain que la présence de l'École du meuble a contribué. Un des objectifs là, de la Révolution tranquille, du rapport parent et tout ça, des réformes éducatives, c'était d'arrêter ce qui était l'éparpillement des formations. Avant la Révolution tranquille, il y a des cours professionnels, des cours de métier, des cours préuniversitaires, le cours classique, tout ça. C'est très, très éparpillé. Et là, on voulait, entre autres, avec les cégeps, rassembler tout ce beau monde-là. C'est une des signatures originales des cégeps, là, créer une formation générale, que tu étudies en technique ou en littérature. Il y a des cours communs où les étudiants sont mélangés ensemble. Et on voulait donc que l'École du meuble soit rattachée à un cégep. Mais il ne fallait pas, puis ça c'était une préoccupation des gens d'ici, il ne fallait pas que ce soit rattaché à un cégep lointain, Trois-Rivières par exemple. On aurait redouté à ce moment-là d'être un peu contrôlé à distance, que les intérêts propres de l'École du meuble ne soient pas considérés. Alors, ça a pesé dans la balance, c'est certain. Quand le cégep de Victo va être créé en 69, bien, tout de suite, il y a fusion administrative. L'École du meuble a gardé une certaine autonomie, une certaine liberté d'action, sa propre direction et tout ça, mais ça a été rattaché, je dirais, à la créature administrative que devenait le cégep, comme l'école d'infirmière d'ailleurs. On avait déjà une école d'infirmière tenue à l'hôpital là, par des religieuses, à laquelle se greffaient là, des médecins laïcs aussi. La présence de cette école d'infirmières a aussi contribué à la création du cégep. Ça a fait en sorte que l'École du meuble, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, École du meuble? Ça a changé de nom beaucoup. Au début, on dit École du meuble et du bois ouvré, l'EMBO. Ça a fonctionné comme ça pendant un certain temps. Plus tard, quand l'école a commencé à avoir un rayonnement un peu plus international avec des missions à l'étranger, par exemple, on a rajouté le québécoise, donc EQMBO. Et pendant les années 2000, là, on a changé l'appellation pour passer à ce qu'on appelle l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie, l'ENME. Puis ça, cette étiquette, là, ce tag École nationale, il y a quelque chose de très prestigieux là-dedans. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup des écoles nationales. Là. Non, OK. À l'échelle du Québec au complet, il y en a 5. Il y a 48 cégeps aujourd'hui. Il y a seulement 5 cégeps qui ont une école nationale affiliée. Victo en fait partie. Donc, c'est encore là une caractéristique très originale. C'est spécial, une école nationale. Donc, ça a participé beaucoup à la richesse du cégep de Victoriaville à ses débuts.
Mais là, c'est pas. Est-ce que ça appartient pas à une autre époque, le meuble? Bien, il y a cette idée-là. Puis c'est vrai que c'est un secteur économique qui a eu des hauts et des bas. L'école du meuble elle-même a eu des hauts et des bas. La concurrence étrangère, les changements technologiques, là, c'est une histoire à part entière, là, l'histoire du meuble. Mais c'est vraiment un secteur qui s'est constamment réinventé. Pour la simple et bonne raison, bien, justement, du leadership là, de personnes et d'une main-d'œuvre très qualifiée, comme celle qu'on avait au Cégep de Victo. Puis on a dispensé au fil des âges des formations très hétéroclites, là. On répond aux besoins de plein de monde. Déjà, dès la création, c'est une école, c'est un collège, c'est un cégep. Donc, oui, on donne des formations techniques depuis le début, puis on continue. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est extrêmement qualifiée. Mais on a aussi, ça c'est une caractéristique très originale de l'École du meuble de Victo, on donne aussi, depuis les années 90, des formations de niveau secondaire, donc des diplômes d'études professionnelles, des DEP. Il faut dire qu'on a les installations pour le faire. Il y a une entente là, avec le ministère, le gouvernement, le ministère de l'Éducation qui permet de faire ça. On va ensuite faire de la formation continue. C'est un peu la clé du succès, c'est-à-dire que les entreprises qui survivent dans ce domaine-là vont constamment perfectionner leur personnel. On veut être au goût du jour, nouvelles technologies, nouvelles machines, il faut être capable de suivre la cadence. Et d'ailleurs, l'ébénisterie dans la région existe encore, elle se porte bien, elle engage, tous nos diplômés se placent là, parce qu'on a un personnel qui est hautement qualifié, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'ébénisterie haut de gamme, là. C'est vraiment assez particulier. Donc, on répond aux besoins de formation de ces gens-là. J'ajoute des formations un peu plus amateurs aussi. Il y en a toujours eu. Oui, c'est vrai. Je sais pas si le club d'ébénisterie, oui, c'est-tu relié à... C'est pas le cégep qui anime le club d'ébénisterie. Maintenant, on les héberge. C'est-à-dire qu'il y a un club qui a été formé là, par des gens qui sont des passionnés, qui étaient un peu sans logis jusqu'à tout récemment. Et maintenant, on les accueille là, dans l'École du meuble. Ils ont un superbe atelier. Ouais. C'est le lieu tout rêvé. Mais on a aussi eu, là, il y en a peut-être un peu moins récemment, mais à une certaine époque, c'était très en vogue, là, les cours du soir, les cours aux adultes. Là, et donc, il y a plein de gens, comme toi et moi, à une autre époque, là, qui pouvaient prendre un cours d'ébénisterie, un cours de finition de meubles. Et le cégep, par son service de la formation continue, qu'on a déjà appelé le service de la formation aux adultes, dispensait. Donc, on offre c'est sur mesure ou presque, là, les formations qui sont offertes. C'est très diversifié, c'est très flexible. Est-ce que c'est là pour rester, cette École du meuble-là? Il se passe quoi de nos jours qui peut nous rendre optimistes avec ce centre-là? Plusieurs choses. D'abord, c'est un souci là, pour le cégep de maintenir son École du meuble. C'est une source de fierté, il ne faut pas se le cacher, c'est enraciné dans notre histoire. Mais au fil des époques, je dirais qu'on s'est donné des stratégies qu'il faut mener à terme maintenant, mais quand même là, pour que la recette fonctionne. D'abord, maintenant, l'École du meuble, le cégep et son École du meuble, c'est pas juste à Victo. On est multicampus, c'est-à-dire qu'on a aussi une antenne à Montréal. L'histoire est intéressante. Dans le milieu des années 80, justement, là, il y a moins d'élèves à Montréal. On veut rentabiliser notre personnel, nos installations. Et on a fait l'expérience d'aller dans la région de Montréal, essayer de donner des courtes formations sur mesure, là, justement du perfectionnement et tout ça. Donc, milieu des années 80, ça voit le jour. Mais assez rapidement, on va s'installer, on va arrêter d'être itinérant, puis on va louer un local dans un bâtiment dont on est aujourd'hui propriétaire, qui se trouve sur l'avenue de Lorimier. On est juste à la jonction de ce qui est le plateau Mont-Royal puis Rosemont, à l'intersection de la rue Masson. C'est un gros bâtiment, là. Et donc, on a depuis la fin des années 90 ce pied à terre. Et puis, qui dit Montréal dit immense bassin de population, bien entendu. Alors, ça s'est beaucoup développé et rapidement, cette école du meuble du Cégep de Victoriaville à Montréal, que souvent on a appelé l'École du meuble de Montréal, mais il faut faire attention là, pour le vocabulaire. Dans l'histoire du Québec, il y a une autre École du meuble de Montréal, associée à Bordua, par exemple, au Refus global, mais là, on change vraiment d'époque. Okay. Mais donc, c'est ça, notre École de Montréal, très dynamique par son personnel, par son ambiance un peu plus, peut-être un peu plus chaleureuse au départ. En tout cas, maintenant,
c'est la même chose à Victo, mais un virage peut-être un peu plus, ou une attitude un peu plus axée sur l'ébénisterie artisanale, ça a séduit, ça continue de très, très bien fonctionner, l'École de Montréal. OK. Fait que ça, c'est justement pour l'enseignement, pour l'éducation, on continue comme ça, mais l'avenir du meuble, c'est aussi le fait que notre école du meuble, c'est plus qu'une école, c'est vraiment pas juste ça. C'est d'abord et avant tout une entité là, qui offre des services conseils aux entreprises. Encore aujourd'hui, on le fait. Une entreprise qui voudrait moderniser ses installations peut engager quelqu'un de notre école du meuble. On appelle ça Innovem, là, c'est le nom du centre de recherche. C'est ça, c'est un centre de recherche. Ah, là. oui, vraiment. Okay. Recherche-action. Recherche-action, ça veut dire on fait des recherches sur mesure pour tes besoins, puis on te propose des solutions. Donc, on met notre expertise à ton service. Il y a aussi de la recherche en développement, là, le virage vert, les technologies à faible impact. On est très, très fort là-dedans. Puis, vraiment, il y a des fois, moi, j'entends parler là, de suggestions, de progrès qui sont faits. Écoute, c'est le futur, là, il n'y a absolument aucun doute. Mais le futur, il est ici, là, il est à Victo, il est à l'École du meuble. On le fait déjà. Il y a aussi eu, ça montre, je dirais, l'espèce d'hyperactivité là, de cette École du meuble. Il y a aussi eu une époque où on a tenté une aventure commerciale. Ça s'est mal fini, je le dis tout de suite. Là. On faisait des meubles ici pour les vendre? Bien, en fait, l'idée était bonne. C'était de dire, on fait de la formation en chaîne industrielle, donc la formation en usine. Donc, on répondait à un besoin, former des étudiants, mais au bout de la ligne de production, il y a du matériel, là. Alors, on produisait des meubles, mais aussi des armoires en panneaux qu'on voulait éventuellement vendre ensuite en sous-traitance. Ça se voulait audacieux, malheureusement, l'investissement a très rapidement pris beaucoup d'ampleur. Au début, c'était dans la région de Montréal, Longueuil. Ensuite, on a ramené ça à Victoriaville. Mais ça coûtait trop cher. La rentabilité n'était pas du tout au rendez-vous. Et je dirais que ça a mal fini, mais ça a surtout laissé un goût amer. C'est-à-dire que cette idée que le cégep devrait viser la rentabilité, cette espèce de parfum commercial, justement, c'était peut-être pas nécessairement compatible avec la mission éducative. Les armoires en panneau, c'est du Ikea, finalement, à cette heure, c'est ça? Je connais pas assez bien le domaine, mais oui, je pense que c'est ça, là, du bois compressé. Mais vraiment, là, je sors de mon secteur d'expertise. Bon, parfait. Donc, il y a du passé puis il y a de l'avenir avec ce EQMBO. Oui, vraiment. Alors, on a changé de lieu, on s'est déplacé dans la salle de regroupement du cégep, qui est un lieu culturel ici au cégep, parce que le cégep de Victoriaville, dans les 50 dernières années, n'a pas été seulement un prisme de l'éducation, mais de la culture. Puis ça s'est passé en grande partie juste au niveau là, architectural, on est juste par-dessus l'auditorium. Oui. Puis ici même, là, j'ai un piano devant moi, une scène. Ça a été fait pour diffuser la culture, cette pièce-ci? Non, mais initialement, c'est ça, il faut toujours se rappeler que le bâtiment préexiste. Hein. C'est d'abord un collège des Frères du Sacré-Cœur. Ouais. L'espace où on se trouve, ça a longtemps été la chapelle. OK. Il y avait des... OK. C'est logique. Il y avait des pensionnaires ici, il y avait des frères qui habitaient ici, puis la vie religieuse, la vie spirituelle rythmait leur quotidien. Alors, longtemps, ça a été une chapelle. Il y a eu un épisode particulier, je t'en reparlerai tout à l'heure, plus sportif, c'est un peu surprenant. Ici, c'est du sport? Oui, okay. C'est un peu particulier. Mais non, ça a été aménagé là, à partir de l'époque cégep en salle commune, en espace café étudiant aujourd'hui, les bureaux de l'association étudiante. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais éventuellement, oui. Et effectivement, une scène, un espace de spectacle là, qui est abondamment utilisé de nos jours. J'imagine qu'à peu près tous les médias ont été exploités ici au cours des 50 dernières années. Le théâtre, bien sûr. Oui, bien écoute, la vie culturelle dans l'histoire du cégep, là, c'est hyper actif. D'ailleurs, je vais essayer de te donner quelques exemples, mais je vais en oublier. Là, c'est fou, là, tout ce qu'il y aurait à dire. Alors, je vais choisir des éléments qui sont peut-être un peu plus spectaculaires, mais la vie étudiante pour des milliers d'élèves, ça a été la vie culturelle. Des événements, là, j'y vais en vrac, là, vraiment, j'énumère. La photo, la musique, le théâtre, les comédies musicales, les arts de la scène, l'improvisation, des expositions, l'atelier de peinture, des big bands et autres choses. Écoute, c'est fou tout ce qui s'est fait.
Il y a des événements qui se répètent d'année en année. On anime la vie culturelle avec ça. Il y a des événements qui ont été plus ponctuels. Il y a eu des époques, des modes particulièrement, là, mais vraiment, ça a toujours occupé une grande place. Là. Moi, j'ai découvert le cinéma de répertoire ici. C'est plus le cas maintenant, là, mais on allait à l'auditorium, on était 18 dans la salle, mais on avait des films extraordinaires. Ouais, le Ciné Plus, c'est à ça que tu fais référence. Ouais. Écoute, c'est une belle histoire, puis le cinéma, la télévision, si on remonte dans le temps, là, oublions Internet un instant. Avant justement Internet et tout ça, là, les médias les plus modernes, ce qui dans le domaine artistique était les formes nouveaux genres, c'était la télé, c'était le cinéma, la photo encore un peu. Et dans l'histoire du Cégep, dès le début, là, c'est vraiment spectaculaire à quel point, écoute, ça prenait énormément de place. On n'a jamais eu de programme de cinéma ici. Cela dit, on avait un studio complet, là, avec studio technique, plateau de télé, tout l'équipement nécessaire. Ça ferait probablement sourire des gens qui en font aujourd'hui. L'équipement était plus massif, peut-être un peu moins performant. Mais on avait vraiment des installations très modernes. Il y avait du prêt d'équipement pour les élèves aussi. Alors, ceux qui avaient des prétentions, qui voulaient monter des projets, caméras prêtées, matériel de sono prêté aussi. On a eu assez rapidement une cinémathèque qui présentait là, du matériel, essentiellement du matériel de répertoire. Pendant des années, beaucoup dans les années 70, encore au début des années 80, des festivals de cinéma très fréquents, avec des thèmes là, qui varient, mais des élèves qui tripaient vraiment, s'organisaient des événements. On a aussi un petit auditorium là, qui est dans le pavillon de la bibliothèque, qui servait beaucoup pour ces événements-là, un peu plus chaleureux, un peu plus intime. Mais on a aussi éventuellement vu apparaître ce qui était d'abord le ciné-collège. L'idée était toujours sensiblement la même, c'est que il existait une offre de cinéma commercial dans la région, avec le cinéma Laurier, entre autres au centre-ville pendant longtemps, mais c'était donc du cinéma commercial. Les amateurs du 7e art voulaient en voir un peu plus. Alors, on a commencé au Cégep à faire ce qu'on appelait le ciné-collège. D'abord, je dirais pour le public interne, les membres du personnel, les élèves. L'idée étant justement de projeter du cinéma de répertoire avec fréquences qui variaient, des fois mensuelles, puis là, ça pogne, bimensuel, puis éventuellement, on essaie de faire un peu plus. On a fait, à partir des années 70, ce qu'on appelait, donc ce ciné-collège va prendre de l'ampleur. Et dans les années 80, il y avait dans la région un couple de passionnés là, qui a proposé, au lieu que cette formule du ciné-collège concurrence une formule grand public, bien, on a fait un mariage entre les deux. Okay. Et c'est devenu ce qu'on a appelé le Ciné Plus, là, okay. 32 ans, 32 années là, de programmation. Jusqu'en 2013, si je me souviens bien, où il y a eu donc des projections qui étaient organisées ici au Cégep, au Grand Auditorium, plus souvent qu'autrement. Des fois, des salles plus pleines que ce que tu décris, mais des fois, des projections un peu plus intimes aussi. Mais c'était vraiment là, la place pour les amateurs. Donc, pendant des décennies, que ce soit les gens du Cégep ou les gens du grand public, là, pour eux, le Cégep devenait un lieu de diffusion culturelle. Le cinéma, la télé, on jouait ce jeu-là. Écoute, la télé, là, pour te dire, on avait ce studio qui est installé pendant plusieurs années, jusqu'au début des années 90. Il y avait même une émission qui était tournée ici, par et pour des élèves, qui racontait ce qui se passait au Cégep cette semaine, etc. Ah, ouais. C'était diffusé à la télé communautaire de l'époque. Ah ouais, OK. C'était assez suivi, d'après ce que j'ai pu en comprendre. On n'a pas d'archives, malheureusement, de ça, là, mais c'était assez riche comme programmation, si je me fie à ce qu'on m'a raconté. D'accord. On a parlé des arts de la scène, la télé, le cinéma, les arts de la scène. En littérature, est-ce que ça a été une plaque tournante? Oui, je te dirais, là, c'est peut-être un peu plus interne, mais quand même, on a eu, par exemple, dans les années 90, il y avait quelques enseignants en littérature qui étaient vraiment motivés, qui proposaient aux élèves des activités particulières d'écriture, de création littéraire. Pendant 5 années consécutives, on a fait des concours de création, tout genre, de la fiction, de la poésie, des essais, il y avait plein de choses. Et à chaque année, à la fin, il y avait des prix qui étaient remis, on évaluait là, les productions, mais on rassemblait ces écrits-là dans des recueils que certains anciens élèves ont peut-être chez eux, qu'on a ici à la bibliothèque du Cégep. Des recueils qui sont vraiment étonnants là, quand on les parcourt. D'abord parce que les points de vue d'auteurs sont variés.
mais aussi parce que c'est très authentique là, comme écriture. C'est vraiment, c'est très, très vivant. Mais c'est ça que je trouve beau dans ce que tu racontes là, pour ce volet-ci, c'est qu'à chaque art que je t'énumère, tu commences toujours en disant il y avait des gens passionnés, il y avait un couple qui était passionné de ci, de ça. Donc, c'est comme un espace libre en quelque part, le cégep, où est-ce que... Puis c'est ça qui fait que c'est toujours aussi riche, c'est que c'est par et pour le peuple, cette affaire-là. Vraiment. Puis, tu sais, on généralise par et pour le peuple. La clientèle première de ces événements culturels, c'était les étudiants. Très rapidement, on ouvrait la porte aux membres du personnel, mais jamais on a fermé la porte aux gens de l'extérieur. Écoute, quand les cégeps sont créés, là, dans leur mandat initial, bon, il y a un mandat éducatif, d'accord, mais il y a un mandat social très sincère. Puis dans des documents d'archives, c'est écrit mot pour mot. Les dirigeants du cégep de Victo le disent, nous voulons être un pôle culturel au service de la population régionale. Puis ça l'est devenu. Aujourd'hui, on a un palier municipal qui est assez actif, une bibliothèque, des choses comme ça, mais il n'y en a pas toujours eu. Pendant plusieurs années, la bibliothèque du cégep était accessible au public, puis c'était la plus grosse bibliothèque de la région. Est-ce qu'elle était très fréquentée? Pas nécessairement. Peut-être que les gens n'osaient pas, mais ça existait comme service, là, comme disponibilité. C'est quand même particulier. T'sais, outre les choses qui reviennent d'année en année, il y a des événements culturels plus ponctuels qui ont vu le jour et qui, me semblent, traduisent encore, là, je dirais, le dynamisme du cégep. Par exemple, fin des années 70, une semaine de la pensée écologique. Écoute, c'est un truc complètement fou, organisé, entre autres, là, sous l'impulsion d'un prof de philo. On le devine, là, conscientisé, tout ça, qui invite donc au cégep des conférenciers, des panélistes, des cinéastes, des auteurs de livres. Le cégep devient vraiment, ça devient un microcosme. Et quelqu'un me racontait qu'il y avait même un service de garderie pour s'occuper des enfants pendant ce temps-là. Donc, une espèce de gros happening écologique. Des gens qui représentent le gouvernement du Québec viennent faire des conférences. Pierre Dansereau, qui est un écologiste très connu, est venu faire des présentations ici. Donc là, on est dans la conscientisation sociale, peut-être un peu moins artistique, mais c'est quand même de la culture aussi, là. Un autre exemple, 1984, le premier Salon du livre des Bois-Francs. Il n'y a pas juste le cégep qui organise ça, mais les gens du service culturel ont contribué, bien entendu. 3000 personnes en quelques jours là, qui sont venues ici, d'un kiosque à l'autre, là, rencontrer des auteurs, feuilleter des livres, parler littérature, finalement. Donc, encore là, oui, un foyer culturel. Cégep en spectacle. As-tu fait Cégep en spectacle, Pierre-Luc? Je n'ai jamais entendu parler de ça, Cégep. Non. Non, j'ai pas fait ça, moi. Okay. J'ai pas étudié au Cégep de Victo, là, mais... Bien, je t'aurais imaginé, tu aurais eu le profil. Mais j'ai participé en tant que professionnel coach, là. C'est toujours dans le plaisir. À partir de 1982, à chaque année au Cégep, ça a été récupéré, cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui ont participé. On a, à maintes reprises, accueilli là, des événements régionaux ou autre chose, mais il y avait toujours un concours local, une finale locale. Et encore aujourd'hui, écoute, c'est un événement qui rythme la vie annuelle. C'est couru aussi. C'est toujours ça le compte, là, premièrement. Tout à fait. Puis moi, j'en manque pas un. J'adore ça, aller voir ça, parce que ça sent le futur, tu sais. Oui, tout à fait. Nouveau talent. Puis je dirais, c'est magnifique de voir à quel point il y a des fois des élèves, OK, bon, c'est naturel pour eux là, d'être sur la scène ou autre chose, mais il y en a d'autres qui... C'est thérapeutique. Oui, c'est ça. On surmonte des démons et on voit là des gens qui s'épanouissent. Puis c'est multi-art. Hein? Bon, chansons, souvent c'est un peu ça, ou musique, là, mais moi j'ai vu de la danse, j'ai vu de l'humour, j'ai déjà vu des gens faire des arts du cirque là, sur scène. Écoute, il y a de tout, là. Vraiment, c'est particulier. La dernière chose que je voudrais souligner à ce sujet-là, c'est des événements qui sont, je dirais, installés dans les locaux du cégep, mais où on s'ouvre vraiment au public extérieur. Le Festival de musique actuelle, le Festival international. Là, je ne te dis pas que les gens viennent au cégep parce que c'est le cégep, mais pendant longtemps, c'était les salles les plus intéressantes. Alors, le FIMAV, année après année, organisait ici des spectacles. On se souvient là, d'une faune, d'une population assez particulière. Des fois, des gens qui viennent de l'extérieur, des spectacles qui s'étirent dans la nuit. Là, c'est assez particulier. Il y a aussi eu
au début des années 2000, un festival du film court de Victoriaville qui avait été organisé, un beau projet qui, pendant 4-5 ans, si je me souviens bien, s'est déroulé dans la région. Bien, il y avait des projections ici. Nos salles, que ce soit le petit auditorium ou le grand auditorium, étaient tout indiquées pour ça. La morale, on le disait, là, c'est que oui, c'est un pôle culturel pour la population locale, pour les étudiants, par la population locale, par les étudiants, par les membres du personnel aussi, mais c'est dans l'ADN du cégep. Je reste sur les événements qui ont été créés, des choses, des événementiels qui sont nés ici. J'ai feuilleté tantôt ton livre, qui est super beau, il y a beaucoup d'images. Moi, j'ai besoin, si tu veux m'avoir jusqu'à la dernière page, je prends des photos. Puis j'ai vu Bonjour Printemps. Est-ce que ça a été créé par le cégep? Oui. L'idée, en fait, c'est qu'on voulait d'abord et avant tout créer un événement qui s'adressait aux élèves, éventuellement ouvert ensuite aux membres du personnel, mais l'effet d'entraînement, de gros happenings sportifs, a fini par gagner la population. Pendant des années, le Bonjour Printemps, organisé par les membres du personnel du cégep, attirait des milliers de participants. Là, je te parle de participants, mais il y a aussi des spectateurs. Il y a des compétitions sportives, mais il y a aussi des événements de type sensibilisation à la santé. C'était une fête familiale, là, à grand déploiement. C'est gros, là. Ouais. Ah oui, vraiment, vraiment. Il y a des images d'archives hallucinantes. Là. Course à pied, éventuellement course en vélo. Ce qui est devenu le grand défi dans la région, c'est l'héritier de Bonjour Printemps. Là. Aujourd'hui, c'est une corporation indépendante qui pilote ce dossier-là. Mais c'est quand même un fleuron aujourd'hui. Là. Vraiment, vraiment. Et c'est un digne descendant d'un projet qui est né au cégep. Donc, on est rendu dans le sportif. Tantôt, tu nous as parlé des Vulcains qui avaient beaucoup de succès au football. Ouais. Ça m'amenait la question, le pavillon d'activité physique, lui, est-ce qu'il est... J'imagine qu'il a été construit après. En quelle année ça a été construit? Ça, c'est une histoire un peu particulière. On aurait bien voulu l'avoir dès le début, mais malheureusement, il a fallu il s'est fait désirer, il s'est fait attendre. Très rapidement, là, quand on a créé les cégeps, c'était un peu dans l'enthousiasme. Là. On en est arrivé à dire éventuellement, on va resserrer nos normes, tant d'élèves égale tant de pieds carrés en plateau sportif. Et au cégep de Victo, au début, on en manquait. Là. Alors, effectivement, il a fallu envisager la construction de ce pavillon-là. Pour te dire à quel point on manquait d'espace sportif, le lieu où on se trouve, là, qui est une ancienne chapelle, je le précise, a été gymnase pendant quelques années. Tu disais tantôt, OK. Ouais. Fait qu'on jouait à quoi? J'ai vu des photos... Non, j'ai vu des photos de volleyball, de badminton. Ici? Oui, il y a des cours d'éducation physique, là. Okay. Avec les vitraux, là, ça fait... Ça fait dangereux. Moi, je trouve ça poétique, là. Il y a quelque chose. Mais donc, rapidement... Là, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il y a un orgue dans toutes les bons arénas. Peut-être, oui. Pour jouer des solos, pour motiver les troupes. Oui, c'est ça. On en est venu donc au pavillon sportif là, dès 1973. Le projet est promis par nos élus, mais ça va se faire attendre. Il y a eu beaucoup de frustration d'ailleurs liée à ça. Je regarde mes notes là, pour ne pas dire de bêtises. 78, si je ne me trompe pas, là, l'ouverture finale officielle du pavillon sportif, très chaleureusement accueillie par les gens du personnel. Et fréquenté par toute la population aujourd'hui. Vraiment. C'est économique, puis... tout à fait. Un plateau sportif convoité. Ouais, on vient jouer au badminton à tous les fins de semaine. Quoi d'autre au niveau sportif? Est-ce qu'il y a d'autres sports qui ont pris une grande place? C'est vraiment, je te dirais, pour plusieurs anciens élèves du cégep, là, le souvenir du cégep de Victo, c'est les Vulcains. Ouais. C'est ce qui a teinté leur parcours. On dit des fois à la blague là, qu'on a le sang mauve. C'est la couleur officielle des Vulcains. Il faut dire que même déjà à l'époque des Frères du Sacré-Cœur, mais cet esprit-là est resté après coup. L'idée d'un service des sports, d'un enseignement humaniste, là, le corps et l'esprit. C'est bien beau la scolarité, mais il faut s'épanouir physiquement. Ça faisait partie là, des valeurs cardinales qui inspiraient les membres du personnel. On avait un bon service des sports. Et dès la première année, on crée des équipes sportives, mais aussi des ligues moins compétitives, des ligues internes. Puis là, en rafale, là, dès 69, basketball, volleyball, badminton, athlétisme, hockey, handball, puis très rapidement, football ensuite. Mais plus tard, là, on a diversifié tennis, judo, golf, natation, soccer, rugby, très à la mode là, ces temps-ci, cross-country, cheerleading, puis on est même rendu au e-sport.
Ah oui, j'ai vu une photo de ça. Ouais. Parlant de photos, moi, c'est ce que j'aime le plus faire. Moi, quand je viens au cégep, je rentre par le pavillon d'activité physique, puis je regarde les photos des 30 dernières années, puis là, tu vois le hairstyle qui change. Oui, puis les coupes de vêtements sportifs aussi. Oui, les maillots ont changé beaucoup. Oh, oui, vraiment. Ouais. C'est un voyage dans le temps. Tu n'es pas le seul à vivre ça. Ouais. C'est beau de voir aujourd'hui nos élèves, bon, des fois se moquer peut-être un peu, Oui, là, les époques moustaches et ça. tout ça. Mais moi, j'entends très souvent des hey, c'est mon oncle. Hey, c'est le cousin de mon père. C'est maman. Oui, c'est ça. Ma mère est là, regarde, dans l'équipe de basket. Ouais. Puis, ça montre à quel point le cégep de Victo, pour le sport, la culture, mais juste à l'échelle locale, c'est enraciné dans son milieu. Ouais. Là. C'est encore un cégep à échelle très humaine. Ouais, Puis on a ouais. toujours voulu que ce soit ça. Ouais. Il faut que ça reste. Là. C'est une des forces, là, il n'y a aucun doute. Est-ce que les Tigres de Victoriaville ont un ancêtre collégien? Oui, tout à fait. Tu vois, ça, c'est assez particulier parce que avant que les Tigres arrivent, donc un hockey un peu plus professionnel, si tu veux, les équipes qui sont suivies par la population locale, c'est les équipes du cégep. Là. Ouais. Tu sais, le sport de performance dans la région, c'est ici. Oui, on a eu une équipe de hockey qui a eu, dans les années 80, là, énormément de succès. Ça s'appelait-tu les Vulcains? Tigres. C'était les Excuse-moi, Tigres. non, excuse-moi, c'est les Vulcains, tu as Vulcains. raison. Ouais. Qui ont donc en Ligue 2A, pour les gens qui connaissent le calibre, là, qui ont fait vraiment énormément de succès. Et très rapidement, ils ont basculé dans le championnat 3A. C'est quand même sérieux là, comme calibre. Et ils ont vraiment connu beaucoup de succès. Champion en 84-85, champion en 86-87. Mais cette belle tradition a malheureusement tourné court assez rapidement parce que, justement, l'arrivée des Tigres de Victoriaville faisait en sorte que, bien là, on se disputait peut-être un peu, non seulement une glace, là, un espace, un plateau sportif, mais un public aussi. Il y a eu donc déclin de ce hockey collégial à Victo, mais aussi ailleurs, là, au profit du junior majeur. Maintenant, les Tigres, pas tous, mais plusieurs, sont des étudiants du cégep aussi. Là. Alors, il y a encore un maillage. Est-ce que c'était à ce qu'on appelle aujourd'hui le pavillon Jean-Béliveau qu'on jouait au hockey? Oui, tout à fait. Il y a eu ce pavillon-là pendant un certain temps. On a éventuellement construit le Colisée, donc on s'est déplacé vers ce secteur-là. Mais oui, c'est tout près. Là, Oui, c'est ça. toi et moi, on est à 150 mètres présentement là, de ce pavillon-là, qui aujourd'hui a fait peau neuve, mais jadis avait un look un peu plus beige et brun. Soyons d'époque. Le football aussi, bon, on revient un peu à cet exemple, c'est un peu caricatural, mais attirait beaucoup de gens, non seulement, on l'a dit, là, des élèves qui venaient ici, mais les succès de l'équipe faisaient en sorte que le public régional venait voir les matchs. Écoute, dans les journaux régionaux d'époque, les pages sportives, c'est le football des Vulcains. Oui, c'est vrai. Tout comme on parlait aussi des performances au volleyball, au badminton. Donc, les médias locaux couvraient la scène sportive du cégep. Les Vulcains au football, je te le disais un peu précédemment, là, ça a été la seule équipe dans la région élargie, Thetford-Drummond. C'est l'équipe de football? Oui, tout à fait. Fait qu'on réussit à faire venir pas mal de monde. Et dans les années 80 surtout, mais il y a eu plein de belles autres années, là, dans les années 90 aussi, les succès de l'équipe attiraient non seulement des jeunes, mais je veux dire, fascinaient le public. Le trophée s'appelle le Bol d'Or. C'est assez prestigieux. Écoute, entre 1979 et 89, une dizaine d'années finalement, on a été finaliste 7 fois, puis on va gagner 2 fois. Fait que, tu sais, c'était quand même... Une dynastie. Vraiment, littéralement. Et il y a eu des espèces d'événements périphériques qui nourrissaient la passion du football. Les Alouettes de Montréal, qui existent encore aujourd'hui, venaient faire des camps d'entraînement, des camps d'été ici au cégep. Ah ouais, okay. C'est-à-dire que la formule est la suivante. Quand l'été arrive, nos résidences sont moins occupées, les plateaux sont libres et le cégep avait convaincu, par représentation, c'était aussi une source de revenus pour le collège, mais on avait convaincu les Alouettes de venir faire leur camp d'entraînement ici. Alors, tu sais, toute la grosse équipe de Montréal s'en venait ici. Puis je te parle d'une époque où les Alouettes, des fois, gagnaient le championnat, le championnat de l'Est. Là, donc, c'était une grosse équipe. Ouais. Ils venaient s'installer ici. Ils adoraient le campus, un peu à l'américaine. Tout est à proximité, une belle ambiance. Et donc, ces joueurs professionnels, littéralement, étaient ici. Et leurs pratiques, mais aussi leurs matchs, exhibitions, étaient accessibles au public. Fait que les gens de Victo, tout comme les élèves amateurs de football, clairement,
allaient voir ces matchs-là. Un gros happening. Ah, vraiment, vraiment. Fait que la culture football, c'est resté, puis ça existe encore aujourd'hui. Ben, en tout cas, moi, tous les gars de mon âge qui ont passé par ici, qui ont fait du foot, donne-le une cibière, là, puis ils vont parler, c'est ça, de leur histoire de foot. Ils ont aimé ça. Il y a un autre événement, je dirais, à assez grand déploiement, là, qui mérite d'être mentionné. C'est les Jeux du Québec. Ça existe encore aujourd'hui, mais ça n'a pas la même portée. En 1981, c'est la ville de Victo qui est la ville hôte des Jeux du Québec. À cette époque-là, je ne sais pas si ça te rappelle les souvenirs, moi je m'en rappelle très, très clairement quand j'étais plus jeune. Là, Radio-Canada couvrait ça, puis on avait des compétitions sportives, puis c'était nos Olympiques, si tu veux. Et donc, ça se tient à Victo. C'est la ville qui prend l'initiative, mais la ville n'a pas encore toutes les ressources matérielles pour pouvoir accueillir. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a planifié la construction de ce qui va devenir le Colisée des Bois-Francs, mais il n'était pas prêt. Alors, on a raté notre coup. Inspiré de Montréal, c'est ça? Ah, peut-être comme le Stade olympique. Mais donc, on a utilisé les plateaux sportifs qui sont ceux du cégep, qui sont ceux des écoles secondaires aussi. Écoute, on a, à ce moment-là, c'est vraiment une grosse, grosse organisation, 4000 athlètes qui viennent à Victo, 11 000 visiteurs. Je veux dire, on parle de 15 000 personnes. Là. Victo, c'est une belle ville accueillante, mais c'était pas si gros que ça quand même à l'époque. Les stations de télé sont là. C'est une armée de bénévoles. C'est des milliers d'heures de bénévolat qui ont permis de cet événement-là de se dérouler. Puis parmi l'armée de bénévoles, quelle surprise, beaucoup de membres du personnel du cégep, beaucoup d'étudiants du cégep qui connaissaient les lieux, puis qui étaient par ailleurs très, très concernés, puis animés, impressionnés par ce qu'ils voyaient. Alors, ce que ça permet de mettre en évidence, c'est cette fibre sportive là, qui fait partie de l'histoire du cégep aussi. Puis pour faire un lien avec l'époque actuelle, là, j'ai l'impression que Victoriaville, maintenant, bouge énormément. Alors, ça a ses racines quand même assez profondément dans notre culture, cette chose-là. Tout à fait. La culture physique comme étant une dimension de notre santé. D'ailleurs, c'est ça le sport au cégep. Hein? C'est pas juste du sport, c'est une hygiène de vie, là. C'est un équilibre. Boris, j'ai l'impression qu'on peut aussi utiliser comme l'infrastructure comme jalon d'évolution de l'histoire du cégep. On sait que la bâtisse du cégep existait avant que le cégep. Est-ce qu'on peut se dire, quand je regarde le cégep de l'extérieur, ce qui est en briques grises, c'est ce qui existait avant que ça s'appelle un cégep, puis le reste est arrivé par la suite? C'est-tu... Bien, ça fonctionne en gros. Maintenant, de la vieille pierre, il y en a qui a disparu. Puis effectivement, là, les matériaux ont changé au fil des époques, mais tu as raison. Bon, rappelons le bâtiment, le pavillon principal lui-même, il date de 1942. Il est à ce moment-là habité. Il y a des gens qui logent ici, des pensionnaires, des frères et tout ça. Oui. Ils étaient même... à des fins alimentaires là, un peu autosuffisants, ce qu'on appelle le terrain des Cèdres, en face du cégep, là, du côté de la polyvalente Le Boisé, ça a déjà été un espace agricole là, pour la consommation locale. Et bon, ce fameux boisé, là, bien, avant c'était un vrai boisé, il y avait un verger pour... oui. Puis il y a plusieurs bâtiments qui ont disparu, des préaux sportifs, des plateaux sportifs. Je rappelle là, pour mémoire que les terrains qui sont derrière le cégep appartenaient aux Frères du Sacré-Cœur jusqu'à ce qui est aujourd'hui la rue Belvédère, là, ou quasiment. Là. Déjà, avant même qu'on passe à la création du cégep, on est dans les années 60, on construit à la fois les résidences, on construit aussi le pavillon de la bibliothèque. À l'époque, on appelait ça le centre de documentation. Ça servait à plusieurs fonctions. Et on a même, je te disais plutôt, là, des plans qui... montrer à cette époque-là les ambitions des frères là, de construire toute une série de pavillons think big. Là, ils se voyaient, on ne voyait pas la confiscation par le gouvernement venir, mais on savait très bien que le baby-boom allait faire en sorte que les services éducatifs allaient se développer. Alors, on avait de grandes ambitions, là, mais quand même. On a parlé du pavillon des sports là, qui va éventuellement être adjoint. Donc déjà, c'est vraiment un autre type d'architecture, le plus fonctionnel. On est en tôle et tout ça, mais c'est un bâtiment moderne. Là. Quand il a été construit fin des années 70, là, il est sur la coche, comme on dirait aujourd'hui. Puis, ce qui a aussi beaucoup changé les lieux, c'est le fait que fin des années 70, début des années 80, il y a beaucoup d'élèves au cégep. Là. C'est
c'est l'âge d'or en termes de fréquentation scolaire. On a eu des années là, à 1800 élèves, il y a eu une année à 1900 élèves, c'est beaucoup, beaucoup. Et là, il faut placer ce monde-là. Dans quelle classe, dans quels locaux? Alors, il y a vraiment des campagnes là, d'aménagement des lieux. Au début, on a hésité un peu. Il y a des élèves qui, comme Claude, notre caméraman, par exemple, ont déjà suivi des cours dans des classes temporaires, des espèces de roulottes qui étaient installées en arrière, des lieux qui étaient réputés être pas confortables, exigus. Des camps de réfugiés. Quand il pleut, quand il neige, il vente, là, on s'en rend compte, bien entendu. Donc ça, il y a eu 2 périodes là, où on a eu recours à des bâtiments comme ceux-là. D'abord, quelque chose de très, très temporaire. Ensuite, quelque chose d'installé sur des fondations, mais ça a été détruit après coup. C'était pas particulièrement joli. On a aussi loué des locaux. Tu sais, sur le boulevard Boisfranc, ce qui est aujourd'hui le centre administratif du... on disait commission scolaire, aujourd'hui le centre de service scolaire. Bien, ça, c'est une ancienne école où le cégep louait des locaux. Alors, pendant plusieurs années, il y a des élèves du cégep qui allaient, entre autres, là-bas suivre leurs cours de français. Donc, ils partaient à pied. C'est pas très loin. C'est pas très loin, non, c'est ça. Mais ils marchaient avec leur dictionnaire. Ils s'en allaient suivre leurs cours là-bas. Et, comme je te disais, on a vraiment eu besoin là, de moderniser les lieux. Fait que, essentiellement, je te dirais, autour des années 80, là, toute une série de campagnes de modernisation. La cafétéria, on n'avait pas encore de cafétéria comme elle est maintenant, là, qui a été aménagée. Celle d'aujourd'hui a été rafraîchie, mais on l'a aménagée initialement là, à cette époque. Le grand auditorium aussi a été modernisé là, pour les besoins techniques. On avait besoin. Il était là dès le début, mais il a été... C'est ça, on l'a aménagé autrement. On a augmenté le nombre de spectateurs également. L'audio-vidéothèque, parce que, on le disait tout à l'heure, les besoins, le goût du cinéma, le besoin du vidéo là, a été aménagé. Donc, dans le pavillon de la bibliothèque, au 2e étage. Aujourd'hui, c'est des bureaux. Moi, mon bureau se trouve là. Mais jadis, c'était l'audio-vidéothèque. OK. La passerelle, juste la passerelle aérienne qui permet de se rendre... On a envisagé de creuser un tunnel, mais peut-être qu'on trouvait ça trop compliqué ou potentiellement glauque. Il faut dire que la passerelle, quand on est dedans, c'est très lumineux. Oui, c'est cool. Moi, quand j'étais petit cul, je voulais absolument aller marcher là-dedans. Oh oui, moi je me rappelle quand j'ai visité le cégep la première fois, quand je suis venu faire mon entrevue. Tu passais dans la passerelle? Je suis allé direct. Là. Je me suis promené, puis je savais pas que mon bureau serait là éventuellement, mais c'était quelque chose que je trouvais original. Là, ça faisait campus. Oui, puis elle est vraiment longue. Hein? Oui, tout à fait. Spécial. Bon. On a modernisé et agrandi les laboratoires de sciences aussi. On a de très belles installations scientifiques maintenant, mais il fallait les moderniser à l'époque. Donc, on a investi là-dessus. Et qui dit plus d'élèves dit plus de profs. Alors, il a fallu réaménager beaucoup de bureaux d'enseignants. Là, on n'avait plus de frères qui logeaient ici, donc on avait plutôt des profs laïcs qui venaient de l'extérieur. Fait qu'on aménage des bureaux. On a beaucoup augmenté la superficie de bureaux. Mais maintenant, je pense que les résidences, il y a beaucoup des bureaux. Est-ce qu'il y a encore des résidences aux résidences? Il y en a. Je ne me rappelle pas des chiffres exacts, là, mais on a déjà eu quelque chose comme 150, 160 chambres. Aujourd'hui, il en reste moins que la moitié. Là. Alors, effectivement, on a récupéré des espaces pour des fins d'administration. Il y a des classes de soins infirmiers, par exemple, qui sont installées là. Mais c'est super, ça, parce que c'est le gratte-ciel de Victo. Tu vois jusqu'au bout du monde là-dedans. C'est beau. Hein? Il y a des gens qui trouvent que c'est un bâtiment à l'architecture douteuse. Chacun ses goûts. C'est une autre époque. Oui, mais il faut savoir que dans une perspective architecturale, il est réputé être assez original. Il a été construit de façon très originale d'ailleurs, mais tu as raison, quand on a la chance de le visiter, et puis on est dans les étages supérieurs, c'est magnifique le point de vue. Là. Il y a vraiment quelque chose. On a même dans cet édifice-là des chercheurs. Hein. Aujourd'hui, au Cégep de Victo, il y a des centres de recherche qui sont affiliés au Cégep. En agriculture, mais pas seulement ça. C'est vraiment une caractéristique originale. À l'École du Meuble, on a un centre de recherche en agriculture biologique, là, ce qu'on appelle le CETAB. Ça aussi, c'est un centre de recherche. Mais on a aussi un centre de recherche en innovation sociale en agriculture, le CISA. Vraiment quelque chose de très original qui occupe là, certains espaces justement dans ce pavillon qui est la bibliothèque. Sinon, te dire aussi, écoute... dans ce pavillon qui est les résidences. Les résidences, exactement.
Sinon, je reviens là, à nos vagues de modernisation dans les années 80, des salles de classe, les laboratoires de langue, entre autres choses. On apprenait beaucoup là, par cassette, donc enregistrement et autres choses. Ça prenait des locaux adaptés, des laboratoires, on dit laboratoire, mais des salles de classe spécifiques pour géo, histoire. Donc, ça a vraiment transformé les lieux. C'était assez particulier. Il y a un beau spot de robotique aussi. Oui, bien, il a déménagé. Effectivement, dans l'entrée, on avait ça avant, une espèce de laboratoire de génie industriel, électronique. Maintenant, on a un nouveau pavillon pour ça, qui date plutôt là, du début des années 2000, ce qu'on appelle le CIFIT, le Centre intégré de formation et d'innovation technologique. Pour les gens qui habitent Victo, c'est un bâtiment qui est situé sur le boulevard Labbé, qui jouxte la polyvalente, le Boisé. D'ailleurs, c'est un bâtiment qui a été construit en collaboration, en commission scolaire et cégep. Les cours de niveau, diplôme d'études professionnelles, les DEP du secondaire en électronique, en mécanique, se donnent là, tout comme notre formation à nous en technique de génie électronique se donne là. C'est un très beau projet parce qu'on se rend compte que le compagnonnage, le voisinage entre les deux formations incite plusieurs élèves qui font le DEP à se dire « Ah, moi j'ai le goût de faire une technique finalement ». Alors, ce mariage-là, ça fonctionne. À t'entendre, j'ai l'impression que les changements architecturaux du cégep de Victoriaville se font à l'extérieur du terrain sur lequel on est présentement. Là. Oui, tu as raison. C'est-à-dire qu'on prend de l'expansion. On a parlé là, du campus de Montréal avec l'École du meuble là, qui s'est concrétisé. L'autre cas assez spectaculaire, c'est tout ce que le secteur agricole nous a amené à faire comme transformation. On a toujours eu, pas toujours dès la première année, mais assez rapidement, on a donné des formations en agriculture. Au tout début, on avait une petite serre en arrière. Celle qu'on voit présentement? En fait, celle-là, c'est la version 2. Okay. Au début, on avait une serre très, très temporaire. Rapidement, ça a été remplacé. Juste à côté des résidences, justement, il y a une serre. Et puis, il y a aussi un bâtiment, une espèce d'atelier là, où se trouve aujourd'hui mon marché. Longtemps, nos formations en agriculture, en mécanique, par exemple, des choses comme ça, se donnaient là. Mais dans l'histoire du cégep, il y a eu cette espèce de rêve là, d'un jour acheter une terre agricole pour que nos élèves puissent aller y faire des stages. Alors ça a été très compliqué. Il faut dire que les terres dans la région sont convoitées. C'est un territoire agricole de haute qualité. Et de fil en aiguille, on a cherché des solutions. Tu vois, un bon exemple de ça, c'est ce que nos élèves en agriculture biologique ont vécu là, comme pèlerinage. Au début des années 2000, ils font leur stage pratique à un endroit qui s'appelait les Jardins de Pierrot à cette époque-là. Okay. On est dans l'ouest de la ville, en direction de Saint-Valère. C'est ça. Et donc, il y avait un maraîcher là-bas qui acceptait, là, en collaboration avec le cégep, de céder ou de louer une portion de sa terre. Donc, les élèves ont été là pendant quelques années. Ensuite, il y a eu un virage. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle époque où la ville de Victo, en collaboration avec les frères du Sacré-Cœur, mais les frères d'Arthabasca, là, avec ce qui était leur maison mère, la ville a récupéré la gestion du verger et du parc des frères. Alors, à ce moment-là, il y a des membres du personnel du cégep qui ont proposé d'installer à cet endroit-là, en ce lieu-là, notre espace agricole. C'était vraiment gagnant-gagnant. Entre le verger et la rivière, il y avait, oui, c'est vrai. Exact, c'est ça. Donc, on a aménagé un espace là-bas. Écoute, c'est un endroit, pour les gens qui ne fréquentent pas souvent, il faut aller faire un tour. C'est magnifique, c'est bucolique. Alors, on a aménagé là un espace agricole. En plus, on pouvait offrir à nos élèves de faire là, du maraîchage, mais également du travail fruitier, le verger juste à côté. Et le fait qu'on s'installe là, combiné là, à des modernisation dans l'approche, une formule bio-intensive là, sur des surfaces assez compactes, ce qui correspond beaucoup à la tendance en maraîchage actuellement, là, la mode des paniers bio et tout ça, par exemple. Bien, ça a attiré énormément d'élèves qui étaient séduits par ce lieu-là, mais aussi par le nouveau virage. Alors, on a eu de plus en plus d'élèves qui s'inscrivaient, si bien qu'à un moment donné, on était à l'étroit. Et là, c'est produit, je te donne l'année exacte parce que je tiens un peu de précision, en 2016, une occasion qui s'est présentée, là, qui était, je pense qu'on y rêvait même plus, là, cette idée là, d'enfin avoir une terre. Et
c'est vraiment un retour de l'histoire parce que, bon, on le sait, dans l'histoire du Québec, là, les communautés religieuses ont été très, très présentes. Bien là, c'est les frères, c'est les pères claretins qui, on le sait, là, ont un collège privé sur la rue Gamache, mais à ce collège était associé une très, très grande terre. Écoute, je pense que c'est 50 hectares. C'est immense. C'est très, très grand. Ça va presque jusqu'à la rivière Nicolet. Ouais. Et les frères ont accepté, les pères, pardon, ont accepté de vendre cette terre-là au cégep à un prix qui défie là, toute comparaison. C'est vraiment un prix d'amis. C'était un prix pour faire en sorte, pour les gens, les pères claretins, de redonner à la communauté régionale en se disant, bon, bien, à des fins d'éducation, on transmet cette terre-là. Où on a décidé au cégep, après coup, de déménager nos pénates, bien entendu. Et là, il y a eu un geste, je te dirais, très audacieux. C'était celui de se lancer dans la construction d'un autre pavillon. Encore là, c'est assez exceptionnel. On a déjà le CIFIT sur le boulevard Labbé, le pavillon à Montréal. Puis là, on se lance dans quelque chose d'autre. Et c'est un projet qui, sur le plan à la fois architectural, mais aussi technologique, puis il y a toute la philosophie de l'agriculture qui est derrière ça, qui était super audacieux. Ça va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut national agricole biologique, l'INAB, qui est un bâtiment spectaculaire, là, super. Vraiment. Puis tout là-dedans est conçu pour à la fois répondre aux besoins des élèves, mais également en faire un pôle d'excellence là, en agriculture biologique. Les serres sont magnifiques, les ateliers sont magnifiques, il y a des espaces d'incubation d'entreprises. On a des profs, des élèves qui sont là, mais également des chercheurs. C'est vraiment, ça fait du Cégep de Victo un leader dans le domaine de la formation en agriculture biologique. À l'échelle québécoise, c'est certain. À l'échelle canadienne, fort probablement. Sans doute. Puis j'irais même, là, je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, mais nord-américain, là, c'est vraiment un foyer d'excellence. Oui. Puis d'agriculture de tout niveau aussi, parce qu'il y a de la grande surface qui se fait là. Vraiment. Il y a du petit jardin, du futur panier bio. Oui, exact. Bien, le fait d'avoir cette terre permettait, parce qu'on a aussi une formation en agriculture conventionnelle là, qui est toujours restée. Qui depuis le début. Ah oui, tout à fait. Qui permet donc, sur cette terre-là, on répond aussi à ce type d'approche, ce type de formation. Puis moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas l'historien qui parle, mais le citoyen, à dire que la cohabitation entre l'agriculture conventionnelle puis l'agriculture biologique va probablement faire des petits. Hein, tout le monde s'influence, puis c'est très, très positif. Moi, ce que j'entends beaucoup dans tes propos, là, dans les derniers 10 minutes, c'est le nombre de collaborations qu'il y a eu. Tu as nommé Ville de Victoriaville, Père Claretin, Frères du Sacré-Cœur, commission scolaire, centre de services. Il y a beaucoup de collaborations. Puis aussi, quand on parlait de la culture, les citoyens, les intérêts des profs, les initiatives des étudiants, tout ça. Fait que c'est vraiment un prisme, ce cégep-là, qui a eu plusieurs lumières, plusieurs faisceaux qui venaient de tout le tour là, pour colorer le... Tu le dis bien, un acteur de la communauté régionale, de la vie régionale. Puis c'était presque notre phrase d'introduction là, quand on a commencé l'émission ensemble, c'est de dire que le cégep a été un acteur du développement régional. Moi, j'irais même jusqu'à dire un vecteur, quelque chose qui a porté ce développement régional. Et en ce sens-là, bien, il y a de quoi être fier. Là. Ça enrichit notre milieu de vie. Là. Mais j'espère que la petite heure qu'on aura passée ensemble va permettre à notre auditoire de vraiment mesurer là, l'importance du cégep dans l'histoire, mais aussi dans le futur de la région, qu'il y a plusieurs acquis qu'on a aujourd'hui qui ont pris racine ici au cégep. Dans le fond, je pense qu'il va falloir lire le livre. Bien, c'est pour les gens qui sont intéressés, mais effectivement, il y a plus d'informations dans cet ouvrage-là. Un découpage chronologique là, qui a permis de souligner non seulement des éléments de continuité, des éléments de rupture, des fois aussi des anecdotes là, qui vont avoir marqué les esprits. Si je prends une seconde, le cégep est caractérisé par son clocher. Hein, c'est assez spectaculaire. Bon, ben, ce clocher-là, il est déjà tombé, littéralement. Oui, j'ai vu sur la couverture, on voit, c'est le clocher qui est tombé ou c'est le clocher qu'ils vont remettre? Non, bien, celui que tu vois sur la couverture, c'est le nouveau. Ce qui s'est produit, c'est un peu bête, là. Il y a un campanile, c'est pas toute la structure qui est tombée, c'est vraiment l'aiguille, comme la portion qui est en haut, effectivement, quand même assez solide. Jadis, sa base était en bois, c'était recouvert de cuivre, mais la base était en bois et par une nuit de grand vent, heureusement c'est la nuit, donc il n'y a personne, c'est sécuritaire, entre guillemets,
il a littéralement été soufflé, là, transporté sur une centaine de mètres. Sur une centaine? Oui, tout à fait. C'est vraiment des grands vents, là. Et ça a abîmé la toiture, donc on a fait des travaux d'urgence. Et on a envisagé, là, est-ce qu'on en remet un autre ou pas? Puis la décision a été prise, oui, de garder cet élément singulier, là, assez significatif, une signature finalement, qu'on voit de partout encore aujourd'hui. Mais cette fois-là, on l'a fait avec une base en métal, fait qu'il est plus solide. Cela dit, ce qui était la cloche, qui était dans ce clocher auparavant, est tombée, elle s'est brisée. On l'a fait réparer, mais on a jugé qu'elle serait plus nécessaire. Donc, elle a eu une histoire un peu particulière. Dans le livre, justement, je raconte ça. Là. Je sais qu'elle a été officiellement cédée au Cégep de Victoriaville au 50e anniversaire par les Frères du Sacré-Cœur. C'est ça, c'est une espèce d'hommage. Puis elle est revenue ici depuis quelques années. C'est un objet symbolique. On en a même fait un objet de rituel. Oui. Là, à la rentrée scolaire, je pense qu'on l'a fait sonner. À la rentrée. Ça, puis aussi pour marquer la boucle, là, quand les élèves diplôment, à la remise des diplômes, on l'a fait sonner également. Ils ont même l'occasion de la toucher, pas en période de COVID, mais sinon, il y a ce genre de rituel là, qui nourrit, je dirais, le sentiment d'appartenance. Notre conclusion, c'est ça aussi, c'est que le Cégep de Victo, c'est un collège dont le sentiment d'appartenance pour les élèves, pour les membres du personnel, et moi j'espère en tout cas avoir nourri ça un peu avec cet ouvrage-là, pour les gens de la population régionale en général, devrait rester. Je le répète, c'est un objet de fierté. Bien, comment ça s'est passé, l'écriture du livre? Ça s'est échelonné sur combien de temps? Combien de temps t'as mis à écrire ça? Trop! Non, ça a été assez long. Initialement, le projet était beaucoup plus modeste. Là. En tout cas, moi, dans ma tête, c'était quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Mais de fil en aiguille, bon, je me suis pris à mon propre jeu. C'est ça. Ça a été un travail assez difficile dans la mesure où on n'a pas beaucoup d'archives officielles. Là. Des fois, en histoire, on trouve un fonds d'archives, on plonge dedans, on a tout notre matériau, ça va bien. Il fallait que tu le trouves, tu le crées, ce fonds d'archives. Vraiment, c'est ça. Mais ça m'a donné l'occasion de faire beaucoup d'histoires très humaines. J'ai fait des entrevues avec des dizaines et des dizaines de personnes, des témoins de l'histoire, des anciens élèves, des anciens membres du personnel. Puis j'ai entendu des trucs vraiment incroyables. Le livre s'appelle « 50 ans d'engagement » parce que c'est ça qui ressortait de ces entrevues-là. C'est la passion des gens qui se sont consacrés à ça. C'est un beau métier. Moi, je considère que c'est le plus beau métier du monde. Mais tu fais ça à 200 %. C'est vraiment... ça ressort. Je pense que les élèves d'une époque à l'autre l'ont vécu aussi. Mais ça a été un super beau projet. Je suis très, très heureux de l'avoir fait. Je ne recommencerai pas demain matin, mais je suis très content de l'avoir fait. Ça a été ton 100 % supplémentaire à toi. Là, fait que tu étais à l'image là, de toute cette histoire-là à 200 % dont on va tous pouvoir profiter. Merci, Boris Derry, d'avoir fait ce bel ouvrage-là et d'avoir partagé aussi tes mémoires. Ça va être un genre de conclusion pour toi dans ce projet-là. Oui. Fait que tu te regarderas à la TV avec un sentiment de satisfaction. Alors, merci beaucoup de votre écoute, chers amis, mesdames et messieurs. On va se retrouver assurément dans un autre Jeudi du patrimoine. Merci, Boris. Merci, Pierre-Luc. Merci, au plaisir.